il y a des joies qui sont très difficiles à décrire. Quand vous arrivez sur le terrain à 5h30 du matin, que la rosée vient de tomber et qu'il y a l'odeur des arbres, on peut comparer ça à rien. Quand tout d'un coup on mesure à quel point on s'efforce, mais on est tout petit face aux forces de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans l'agriculture où on se sent petit. Alors je peux vous dire qu'à ces moments-là, la Sorbonne, c'est loin. Le tribunal de commerce, ça paraît être une autre planète. Et pourtant, on est la même personne. Sabine Jakubowicz, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir ici dans ce lieu de culture. On est à l'Institut français. On verra pourquoi. Vous avez grandi dans une famille assez atypique, où la culture était omniprésente, mais aussi l'histoire juive, la guerre était là. C'est ça qui a fait que vous avez fait vos valises à 16 ans et que vous êtes venu vous installer en Israël. Oui, tout à fait. J'ai grandi dans une famille qui, à la génération des grands-parents, avait vécu la guerre. Mes grands-parents, du côté de ma mère, ont perdu toute leur famille. Il ne leur restait plus personne. Mon grand-père a été sauvé pendant la guerre de la déportation par une sorte de miracle. La grande intelligence de ma grand-mère qui était allée payer une avocate collaborationniste pour qu'elle obtienne pour lui un permis de travail qui lui permettait de sortir et de rentrer du camp de Gurs. Et un jour, il a pris la poudre d'escampette et il s'est sauvé. Donc ça, effectivement, ça forme de grandir dans une maison comme celle-là, dans laquelle toute mon enfance, j'ai été entourée de livres, de musique, de théâtre, de cinéma, puisque ma mère, après avoir été très jeune réalisatrice de documentaires, est devenue mandataire cinématographique. C'est-à-dire qu'elle vendait aux télévisions européennes les droits de diffusion de films qui pouvaient venir d'Israël, par exemple. Vous auriez pu rester en France, mais non, vous avez choisi Israël. Pourquoi ? J'ai choisi Israël à l'âge de 16 ans et demi parce qu'on était très sionistes à la maison et j'avais entendu parler du lycée français de Jérusalem et ça m'a paru un moyen extraordinaire de franchir le pas et de venir en Israël. Ensuite, j'ai été obligée de revenir en France parce que ma mère est tombée gravement malade. Ça reste une expérience extraordinaire. Ça reste, et ça a été tout à fait non seulement une expérience extraordinaire, je ne sais pas si vous imaginez, Cathy, que pendant toute l'année scolaire, on prenait l'autobus de la Chavat HaNoar HaTzioni dans le quartier de Katamon, à Jérusalem, jusqu'à l'immeuble du lycée rue Sokolov. Et quand on descendait de l'autobus, on voyait Begin qui montait dans sa voiture le matin et à qui on faisait coucou et qui nous répondait d'un signe de la main. Alors ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, c'était 79-80. Incroyable. C'est incroyable et ça reste dans le cœur. Bon, alors après, je suis retournée en France. Puis bon, après le bac, j'ai étudié le droit. Je suis devenue avocate. Et puis j'avais une clientèle. Et puis j'étais installée. Ça vous plaisait ? Beaucoup, pour des raisons qui sont liées à la noblesse de la robe. L'éthique est pour moi très importante, en général dans la vie et dans le métier. Donc en tant qu'avocate, j'aimais beaucoup le droit, j'aimais beaucoup présenter des dossiers, j'aimais beaucoup plaider parce que j'aime expliquer et j'aime raconter et j'aime embarquer les gens avec moi dans une dynamique ou dans une logique d'un dossier. Vous avez professé, vous êtes resté au moins 10 ans, je crois. 10 ans, j'étais 10 ans au barreau. Oui, oui. Et puis, vous aviez entre-temps rencontré votre mari, qui était aussi israélien, franco-israélien, et vous avez décidé de revenir en Israël. Alors, vous auriez pu aller à Tel Aviv, à Netanya, à Ashdod, non ? Vous avez choisi d'aller dans le Golan. Oui. Pourquoi ? C'est la question qu'on nous a posée quand on est arrivé à l'agence juive. On nous a regardé un peu comme des gens un peu curieux, un peu bizarres, puisque lui il est toujours ingénieur en informatique, très brillant au demeurant. Moi, j'étais avocate, installée avec une grosse clientèle, et on vient pour déposer un dossier pour quitter Paris et aller s'installer dans un moshav qui comptait à l'époque moins de 50 familles sur le Golan. Et ça, c'était parce que notre fils, Eitan, venait de naître. On voulait un cadre de vie différent. Lui rêvait d'agriculture. Étant israélien, son projet, c'était de retourner vivre en Israël. Vous avez suivi ? J'ai suivi. Et vous vous rendiez compte de ce que ça allait représenter de vivre dans un village de 50 familles ? Écoutez, il est possible que Machénikra Béivrid, Bezman Emet, en temps réel, je n'ai pas complètement mesuré les conséquences, mais je suis d'un tempérament plutôt enthousiaste. Quand quelque chose me parle et que j'y crois, j'y vais avec tout mon cœur. Et
il m'a semblé que c'était un beau projet. En plus, le village, je l'avais vu. En l'occurrence, on l'avait visité. On a rencontré à plusieurs reprises les familles du comité d'intégration. Ça m'a paru possible. En plus, le moshav en question, qui s'appelle Kanaf, est situé sur les hauteurs au-dessus du lac de Tibériade. Il y a de ce moshav une vue extraordinaire. C'est une beauté à couper le souffle. Et quand vous voyez des enfants qui vivent pieds nus, qui jettent leur vélo devant la porte de la maison, quand vous voyez des gens qui vivent sans fermer leur porte à clé, moi personnellement ça m'a parlé et je me suis dit que c'était un cas dans lequel je voudrais que mes enfants grandissent. Mais j'ajoute qu'ayant aujourd'hui quitté le Golan depuis une dizaine d'années et vivant en milieu beaucoup plus urbain puisque j'habite à Carmiel, dans le nord d'Israël, pour mes enfants je voudrais cette vie-là. Parce que le bonheur que vivent les enfants en Israël, dans les moshavim et dans les kibbutzim, ça n'a pas d'équivalent. Alors, vous avez, quand vous êtes arrivé dans ce petit moshav, vous avez continué, j'imagine, en tout cas pour votre mari, ses activités professionnelles. Il rêvait d'être agriculteur, mais ça a pris un peu de temps. Comment ça s'est passé? Et ça prend un peu de temps parce que, à vrai dire, la première année, vous êtes en période de candidature. Vous êtes candidat à l'intégration. Donc, on vous jauge dans le moshav. Une fois que vous êtes passé au vote et que vous avez été élu membre du moshav, reçu, on doit vous allouer des terres. Il y a eu une époque où l'allocation de terre prenait un peu de temps. Ce qui a précipité les choses, c'est qu'en l'an 2000, puisque nous avons fait notre allié en 1997, il y a eu une rencontre au sommet entre Ehud Barak et Assad. Et ça a fait énormément de bruit. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes en Israël. Il y a eu d'immenses manifestations en Israël. Oui. Mon ex-mari et moi-même, on faisait partie du Vad Yishuvei HaGolan, du comité des localités du Golan. On était porte-parole pour la presse francophone. La question, c'était de donner le Golan aux Syriens. C'était ça. Et tout à fait. C'était ce qui était en jeu. Tout à fait. Et quand ça a été contrecarré et que c'est tombé à l'eau, ce projet, tout de suite la Chativa Leitiyashvut, c'est-à-dire la gestion des terres au-delà de la ligne verte, ce qui était la ligne verte à l'époque, puisque depuis le Golan est israélien, officiellement ça a été voté et reconnu par les États-Unis. La Chativa a commencé à accélérer le mouvement d'attribution des terrains. Donc vous avez eu des terrains qui vous ont été attribués? Voilà, et donc là on a fait les premières plantations. Vous vous êtes lancé quoi? On s'est lancé. Tout en gardant vos activités professionnelles? Tout à fait. Moi, j'étais en parcours d'études, puisqu'il fallait d'abord que j'apprenne l'hébreu parfaitement. Et j'avais tous les examens du barreau à passer. Alors bien sûr, il a été pris en compte mon ancienneté, puisque j'avais 10 ans de barreau. Donc j'ai eu un ptor pour un certain nombre d'examens. Mais enfin, j'ai dû passer quand même 10 examens de droit israélien. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre parcours, c'est qu'en parallèle, vous êtes devenue carrément agricultrice. Oui, je suis devenue agricultrice, c'est-à-dire que je pouvais me retrouver un dimanche matin à Jérusalem en train de passer mes examens au Binyané à Houma en droit pénal. Et le lendemain, j'étais sur le terrain, en vêtements de travail, parce que les arbres venaient d'être plantés et il fallait les protéger. Il fallait les protéger des sangliers, il fallait les protéger du vent. Donc on mettait tout autour de chaque arbre ce qu'on appelle une boîte de polygales pour les protéger. Moi, j'en ai mis des centaines de boîtes de polygales. Vous est-il arrivé de diriger une cueillette? Il fallait en général une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, cueillir les Monlime, qui à l'origine étaient destinés à l'exportation. Et puis on s'est rendu compte avec mon ex-mari qu'il y avait un vrai marché en Israël, parmi les restaurateurs et les bars, etc. C'était un travail qui était harassant, mais ça marchait. Et on avait des oliviers. Je sais tailler des arbres, je sais organiser la cueillette. C'était mon ex-mari qui faisait tout ça au début, mais rapidement, je m'y suis mise. Ouais. Et c'est aussi apprendre à conduire un 4x4 avec une remorque accrochée. Et je peux vous dire que j'ai rarement eu peur dans ma vie, comme le jour où j'ai dû faire une marche arrière avec une remorque, avec 1 tonne de fruits dans Tel Aviv. Parce qu'on venait livrer à Tel Aviv. Il y avait des journées harassantes. Vraiment, des journées très dures. L'agriculture, c'est pas un pique-nique, hein. C'est un travail. Il y a des joies, j'imagine. Mais il y a des joies qui sont très difficiles à décrire. Quand vous arrivez sur le terrain à 5h30 du matin, que la rosée vient de tomber et qu'il y a l'odeur des arbres, on peut comparer ça à rien.
Tout d'un coup, on mesure à quel point on s'efforce, mais on est tout petit face aux forces de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans l'agriculture où on se sent petit. Alors, je peux vous dire qu'à ces moments-là, la Sorbonne, c'est loin. Le tribunal de commerce, ça paraît être une autre planète. Et pourtant, on est la même personne. S'il y a un message que je pouvais passer aux Olim Hadashim, qui sont plus récents, plus jeunes que moi, ou ceux qui se préparent à venir, c'est d'ouvrir les horizons, de savoir qu'il y a énormément de possibilités. Et je crois que nous sommes tous capables de vivre 1000 vies en une vie. Quand vous arrivez en Israël à 34 ans, personne ne vous attend. Il faut apprendre l'hébreu, il faut passer ses examens d'équivalence, il faut faire ses preuves. Et je dois dire qu'en tant que Française, notamment à Tibériade et dans le nord d'Israël, j'ai toujours été aidée et très bien reçue. Et quand on a commencé à commercialiser les citrons lime, moi la première fois que j'ai dû faire des téléphones pour appeler des restaurants et des bars, mais j'étais terrorisée, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je commence par quoi, qu'est-ce que je dis? J'avais jamais rien vendu de ma vie, Cathy. Ouais. Je voudrais dire aux Français que l'accent français, surtout quand on est dans un endroit où il y a peu de Français, ça ouvre plein de portes. Et le sourire au téléphone aussi, j'imagine. Et le sourire au téléphone. Pendant ce temps, vous êtes rentrée de plein pied dans le monde du droit. Ici, vous avez été avocate et vous avez découvert un univers qui ne vous a pas trop séduit. J'avais fait un stage au tribunal de Tibériade, ce qui était une expérience absolument formidable. Parce que quand vous travaillez dans un tribunal, vous voyez la société défiler devant vos yeux. Quand vous êtes assise pendant 1 an aux côtés d'un magistrat, d'une magistrate, et que vous écoutez les dossiers, vous les avez préparés, vous les avez lus avant, vous êtes témoin des débats, et vous voyez comment les uns et les autres se comportent, vous avez en accéléré en 1 an 10 années de traités sociologiques. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, la juge dont j'étais l'assistante pendant 1 an et avec laquelle je suis toujours en contact me rappelle régulièrement les fous rires qu'elle a pris lorsqu'elle me regardait. Elle me disait « mais tu avais l'air quasiment en permanence ahuri. Tu voyais des situations et je voyais dans ton regard que tu te demandais si c'était vrai. » C'était un cours accéléré. Vous avez changé de regard sur Israël à ce moment-là ? Un peu. Le système de procédure en Israël est ce qu'on appelle un système de procédure accusatoire, dans lequel ceux qui mènent les débats sont les avocats. Et moi, en tant qu'avocate, assise aux côtés d'un magistrat, je voyais ceux qui étaient destinés à être mes futurs collègues se houspiller et s'attaquer réciproquement et attaquer les parties d'en face. Et je me disais, mais c'est pas pour ça que j'ai fait du droit. C'est pas pour ça. C'est pour ça que vous avez arrêté ? En gros, c'est pour ça. Alors, comment on se réinvente ? Encore une fois. Comment on se réinvente à 49 ans ? Oui, en 2012, j'ai quitté Canaf. Je suis arrivée à Carmiel, qui est une ville très sympa. Ça a été quand même un passage en douceur, parce que Carmiel est à la fois une ville, donc tout d'un coup j'avais toutes les facilités de la ville. Pendant 15 ans, en vivant sur le Golan, la vie n'était pas simple au quotidien. Il n'y avait pas un dispensaire à moins de 20 minutes en voiture. Quand vous avez en hiver des enfants malades... La vie était facilitée, ça c'est sûr. Et donc, il se trouve que des amis de Canaf, de bons amis que j'ai toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, me disaient souvent, mais tu aimes tellement la culture, tu aimes tellement l'art, l'histoire, tu nous racontes, tu nous expliques, on s'y croirait, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas un métier ? Moi je leur disais, mais je vais raconter ça à qui exactement ? Qui est-ce que ça va intéresser ? C'est resté là. Quand je suis arrivée à Carmiel, je suis allée au centre de reconversion professionnelle des adultes. J'étais probablement la plus âgée là-bas. Mais ça aussi, c'est très important de le raconter parce qu'il y a plein de gens qui montent en Israël et qui se disent « Bon, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va m'offrir ? Je ne parle pas la langue, je n'ai pas vraiment de situation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ?» Et pour vous, ça a marché. Vous évoquez, Cathy, quelque chose de très important. Les structures existent. Il faut y aller et demander. Je voudrais dire qu'il est extrêmement important d'apprendre l'hébreu, d'investir dans la langue et de ne pas rester dans un milieu franco-français. Sinon, on sera limité tout le temps. Deuxièmement, avoir des amis israéliens. Parce que ça vous met dans le coup, ça vous met dans le vent. Troisième chose, c'est que sur le plan professionnel,
Il y a beaucoup de possibilités en Israël. Par essence, Israël est un pays ouvert. Par essence, Israël est un pays qui sait recevoir des étrangers, qui sait recevoir des gens avec une autre culture. Je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est vrai. Mais les possibilités existent. J'ai reçu un conseil extraordinaire. C'était tombé au bon moment. On m'a conseillé de faire un cursus de développement personnel, de coaching. Et moi, je réponds donc à cette personne, mais je ne veux pas être coach. Puis d'ailleurs, j'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça, le développement personnel? C'était en 2012, et moi, je ne connaissais pas ce domaine. Okay. Elle me dit, non, allez-y. On a un martse, on a un enseignant. On a un animateur qui vient du Ternion, qui est extraordinaire, une très grande pointure en Israël. Vous n'allez pas le regretter. J'ai écouté. Je me suis inscrite. Et là-bas, je dois dire que ça a été comme de faire, vous savez, le nettoyage de Pessah. On a ouvert tous les tiroirs, on a ouvert tous les placards, et j'ai mis sur le papier ce que j'avais fait jusqu'alors, ce dont j'étais fière, ce que peut-être je regrettais. Et donc, au cours d'une session, je raconte ce que mes amis m'ont dit. Et donc, cet enseignant me dit, mais tu sais qu'il y a en Israël un énorme secteur des conférences. Il y a plein d'universités du troisième âge. Et il y a plein de centres culturels dans les grandes villes, et pas seulement à Tel Aviv, dans toutes les villes, dans tout Israël, dans le nord, au sud, etc. Il y a du travail. Si tu as un projet cohérent et si tu y crois, moi j'y crois. Donc tu me prépares ça pour dans 2 semaines. Et voilà, il m'a jeté à l'eau. Et j'ai, en gros, si je me souviens bien, expliqué que je me sentais israélienne et française, que le cœur en moi qui palpitait, c'était le cœur de la culture française, et que finalement, ça serait extraordinaire pour moi d'apporter à des Israéliens non francophones, qui n'ont pas accès à la culture française authentique, je ne parle pas des stéréotypes, authentique, d'apporter de la culture française divertissante, parce que c'est de là que je viens. Vous en avez fait votre métier. Et j'en ai fait mon métier. C'est ce que vous faites. Oui. Vous donnez des conférences dans tout le pays. Oui. Pour tout le monde. Pour tout le monde. En hébreu. En hébreu, et parfois aussi en français. Aujourd'hui, vous vivez de votre passion, on peut le dire. C'est tout à fait ça. J'ai une chance extraordinaire. Je suis sortie avec ce projet. Et là, je me suis dit que j'allais continuer un peu à étudier. Donc, je suis allée faire des études de 8 mois, de ce qu'on appelle en hébreu la Hanchayat Kfutzot, c'est-à-dire l'animation de groupe. Parce que j'ai senti que j'avais besoin d'asseoir mon autorité, que je n'avais pas encore les mots et la façon de me tourner vers les gens en hébreu pour pouvoir rassembler tout le monde. Exactement. Après, je suis allée à la Vitso. J'ai suivi un cursus de conférences sur l'histoire des femmes. Et puis après, je suis allée faire un stage d'écriture en hébreu. Parce que j'ai senti que j'avais besoin de renforcer l'écriture en hébreu, pas seulement l'expression orale. Et puis à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a dit, eh bien voilà, t'es prête. Tu me donnes une date. J'ai dit, pourquoi je te donne tu me donnes une date. Parce que au mois de janvier, je vais inviter 10 couples d'amis chez moi à la maison. Et tu vas faire ta première conférence. Alors là, c'était... Bon, alors le premier sujet, bien sûr, c'était Édith Piaf. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, j'ai 46 ou 47 sujets sur ma liste. Alors des sujets passionnants, franchement, et très diversifiés. Et il y en a un qui me tient à cœur, et je crois qu'il vous tient à cœur à vous aussi, c'est Joséphine Baker. J'ai redécouvert Joséphine Baker. Je dis Baker à la façon israélienne, c'est Joséphine Baker, qui était une femme de music hall extraordinaire, danseuse, chanteuse, actrice de cinéma, qui est devenue une héroïne de la résistance française, qui est devenue une militante activiste contre le racisme et l'antisémitisme, et puis elle est devenue militante pas seulement en France, mais aux États-Unis. Elle a milité pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Elle a été la seule femme à donner un discours, à se prononcer à la tribune au cours de la grande marche de Martin Luther King en août 1963. I have a dream, le fameux discours de Luther King. Bien, elle était là. Et elle a dit des choses bouleversantes, puisque depuis des années, je donne des conférences sur elle dans tout Israël. J'ai eu l'honneur extraordinaire d'être invitée
par le cabinet du président, puisque c'est de la compétence exclusive du président de la République de décider qui va rentrer au Panthéon. J'ai été soutenue par monsieur l'ambassadeur de France en Israël, qu'à nouveau je vais remercier. Et j'ai été invitée donc par le cabinet du président à être dans la tribune officielle de la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker. Donc je suis partie tout spécialement à Paris pour assister à cette cérémonie. C'était un moment bouleversant. Elle s'est produite en Israël avant la création de l'État d'Israël et elle s'est produite en Israël aussi dans les années 50. Elle a même voulu adopter un enfant en Israël. Quand elle est venue se produire ici, elle s'est renseignée et à l'époque, le président avait répondu à Joséphine Baker que l'État d'Israël était très honoré de sa demande, mais que l'État d'Israël ne pouvait renoncer à aucun enfant. Et donc elle a fini par adopter un enfant juif à Paris. Elle a adopté des enfants dans le monde entier. Et ces enfants ont grandi ensemble dans le château des Milandes, dans une famille à laquelle elle avait donné le surnom de ma tribu arc-en-ciel. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. Elle a transformé un chagrin énorme en vision, en possibilité de réaliser un rêve autrement, en l'adaptant et en prouvant en tout cas au monde qu'il était possible de créer une famille universelle. Est-ce que vous l'avez réalisé, votre rêve? Mon rêve, c'est tous les jours. J'ai le sentiment d'être, en hébreu on dit un gesher. J'ai l'impression vraiment le sentiment d'être un pont, d'être un relais entre les Israéliens non francophones et la culture française. Et le plus beau compliment que je peux recevoir de quelqu'un du public va être, par exemple, de me dire tu sais Sabine, je me suis toujours tenue à distance de la France et tu m'as donné envie de relire Balzac. Tu m'as donné envie de redécouvrir Émile Zola. Tu m'as donné envie de revenir visiter Paris ou de redécouvrir la Normandie. Et la prochaine fois que j'irai en Normandie, j'irai voir les plages du débarquement. Pour moi, c'est extraordinaire. J'y vais avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un parcours tout à fait atypique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vos enfants sont complètement israéliens aujourd'hui? Ah oui, complètement. Et moi, je suis entre les deux. Ça veut dire quoi être entre les deux? Ça veut dire que je n'envisage pas de retourner vivre en France. Je l'ai d'ailleurs envisagé à aucun moment, même aux moments les plus difficiles. Quand je suis arrivée en Israël, en dépit des difficultés, et des difficultés, il y en a eu. Et il y a vraiment eu des moments difficiles, où les mains gelées dans les mataïm, sous la pluie, je me disais, mais bon, pourquoi je suis là exactement? Mais je regardais les arbres et il y avait quelque chose en moi qui se reconnectait tout de suite. Et le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Quand on n'a pas de sentiment d'appartenance, on souffre beaucoup. Mais quand on l'a, on se dit c'est ça. Je me sens pleinement israélienne et je sens que j'ai un rôle. Et je le fais avec tellement de plaisir en plus. Je crois que je communique ce plaisir-là. Parce que la France, vous savez, quand je me définis comme conférencière sur la culture française. C'est pas que la culture française. C'est l'histoire de la France, c'est les valeurs de la France, c'est la République, c'est l'histoire des Juifs en France. Quand vous dites ce sentiment d'appartenance, mais en même temps cet amour de la France, entre guillemets, de son histoire, etc., vous pensez que les Juifs de France ont un rôle à jouer ici, de par leur bagage, de par ce qu'ils transportent, ce qu'ils ont vécu? Je pense que oui, mais il faut s'intégrer en Israël. Il faut vraiment apprendre l'hébreu, il faut vivre avec Israël, il faut vivre avec les Israéliens. Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est un arrachement de quitter la France. Parce que la France a été parfois cruelle avec les Juifs, mais elle a aussi été parfois bonne avec les Juifs. Les Juifs ont quand même, en France, été les premiers à obtenir des droits de citoyenneté et d'égalité. Quand on vient en Israël, je crois qu'on a quelque chose à jouer et à faire et à apporter. Mais il faut que ça soit réciproque. J'ai tellement eu à apprendre, j'ai tellement appris des Israéliens. Chaque Israélien est une page d'histoire. Donc ça se connecte tout à fait à mes domaines d'intérêt. Merci beaucoup Sabine. Merci à vous.